Alors Patrice Laureau est ancien maître de conférence ou maître de conférence émérite, je ne sais pas. Honoraire. Honoraire maintenant. À l'université Paris 1, maître de conférence en philosophie. Et il va tout simplement nous parler de Polémos et Logos, mais surtout autour de l'œuvre de Nicole Leroux. Je te passe la parole, cher Patrice. Merci, Christian. Au fond de la salle, on entend bien ? Oui, trop bien. Avant de changer de monde, je voudrais remercier encore Martin d'avoir eu, je dirais, l'amitié de placer son colloque « La guerre en performance » en hommage au travail de Nicole Leroux. Et je voudrais, comme il y a ici beaucoup d'amis, de proches de Nicole, je voudrais leur dire merci pour leur présence. Polémos Logos, on change de monde. J'ai choisi ce titre, qui est une question de cours. J'ai fait beaucoup de cours sur Polémos Logos. C'est une question de cours qui traverse le travail de Nicole Leroux. C'est pourquoi j'ai mal nommé autour de l'œuvre de Nicole Leroux. Ce n'est pas autour, c'est à travers. Ça m'est, vous l'imaginez, pas très simple de faire cette intervention. Aussi ai-je monté un petit appareil notionnel dont je donnerai l'épure, seulement l'épure parce que ce serait trop long, mais je vais dire tout de suite qu'il est orienté vers trois objectifs. D'abord, témoigner d'un compagnonnage de 30 ans, de 65, 64 exactement, à 94. Après, c'est autre chose. Et merci Jacqueline d'avoir évoqué cette autre partie de la vie de Nicole. Le premier objectif est celui-là. J'en ai un second qui est de décoller, comme on décolle une fresque de son support, décoller le texte de Nicole de l'époque, qui n'est plus la nôtre. Je dirais deux mots sur comment caractériser l'époque des années 70 par rapport au travail de Nicole. Et enfin, je voudrais dire que je lis les livres de Nicole, je les lis comme un lecteur d'aujourd'hui. Et le lecteur que je suis, c'est-à-dire formé ou déformé par la pratique de la philosophie, par conséquent, je ferai apparaître des notions qui ne sont pas explicitement dans les livres de Nicole, mais qui me paraissent donner le relief à ce travail. Bon, je vais tout de suite donner la chose qui me semble la plus singulière, qui m'a surpris moi-même. À savoir que le premier livre de Nicole, c'est L'invention d'Athènes. Et puis, bien plus tard, beaucoup plus tard, près de 40 ans plus tard, il y a deux livres qui vont ensemble, à savoir La cité divisée et La voix endeuillée. Et j'ai compris une chose, c'est que, il y a 40 ans, Nicole pouvait procéder à l'auto-présentation par Athènes d'elle-même. Autrement dit, l'invention d'Athènes, c'est le fameux discours de l'Epitaphios Logos, ce discours aux morts prononcé aux céramiques, pour, je dirais, réparer l'entame fait à la cité de son entièreté parce qu'il y a des morts. Ils sont là, mais ils sont réintégrés et réintègrent la totalité qui devient à nouveau Athènes, toujours intacte. Et à la fin du parcours, il y a deux livres qui sont solidaires, à savoir La cité divisée, c'est-à-dire pas du tout Athènes dans l'image de l'auto-présentation. La cité divisée, ça s'appelle l'état de stasis, et quand on dit état de stasis, on fait un oxymore, parce que ce n'est pas un état, sinon, puisque c'est l'ébullition. Et un deuxième livre, La voix endeuillée, qui est cette espèce de chant et de plainte irréductible que la tragédie, je dirais, atteste contre le tout politique. Il y a quelque chose qui n'est pas intégré, et j'en ai conclu que pour parler d'Athènes, 40 ans plus tard, il faut deux livres.
Et la logique de mon affaire est que quand les Grecs parlent d'eux-mêmes et imposent l'image qu'ils ont voulu donner, un livre contient la totalité, et que cette totalité n'existe pas, qu'elle est divisée, complètement divisée en permanence, et que de la fente et de la division monte un chant et des pleurs. Et par conséquent, vous voyez la complication. Aujourd'hui, écrire sur les Grecs, ce serait toujours écrire en même temps deux livres. L'un qui dit comment ils ont réussi à ne pas éclater alors qu'ils sont divisés à l'extrême, et l'autre, quelle est la fécondité de cette division. Et cette fécondité, c'est un chant. Donc je distinguerai entre, je dirais, l'acquis, c'était déjà acquis des Hegel, dans le fond, l'invention d'Athènes, c'est un bel exercice hegelien. Bon, autrement dit, elle n'apparaît pas. Dans les autres livres, elle apparaîtra en disant « je ». Elle n'apparaît pas. C'est, comme on disait il y a 40 ans, la Selbstdarstellung de la cité. C'est elle qui se présente en personne. Bon. Et ça, c'est déjà acquis, ça. Et il y aura l'apport, c'est-à-dire ce qui sera nouveau. Donc, j'entame ce qui est je dirais, je ne donnerai que les purs parce que ce serait trop gros. Alors, je déplace tout de suite polémos logos. Je traduirai tout à l'heure. Nicole avait un adage, il faut traduire. Contre ceux qui ne traduisent pas, qui disent aletheia, comme ça, tout ça. Bon. Polémos logos, je l'ai déplacé en l'appelant l'invention de l'idéalité blessée. Alors, invention reprend évidemment l'invention d'Athènes. L'invention d'Athènes a deux sens. C'est l'invention que fait l'auteur qui écrit le livre, et c'est l'invention que les Athéniens font d'eux-mêmes, dans l'image qu'ils construisent, pas seulement pour eux, mais avec cette espèce d'audace qu'ils veulent livrer eis pour toujours. Bon. L'invention de l'idéalité blessée. Idéalité, le seul mot un peu savant et barbare que j'utiliserai. Je vais m'expliquer tout de suite. Ça parodie évidemment comme titre l'invention d'Athènes. Les Grecs nous ont fait un legs extraordinaire. Ils ont inventé l'idéalité, l'eidos. Inventée par les Grecs, je m'explique. L'idéalité n'est pas, ou l'eidos, l'idée quoi, hein. Ce n'est pas du tout une signification transtemporelle immobile, comme on imaginerait que le mot démocratie glisse depuis les Grecs jusqu'à chez nous sans modification. Pas ça du tout, l'idéalité. L'idéalité, c'est le transfert et la logique du transfert et la règle de transfert d'une existence, d'un support sur un autre pour conserver intégralement la réalité de cette existence. Qu'est-ce qu'il faut changer dans une chose grecque pour qu'elle soit grecque parmi nous tout en étant de notre temps? Autrement dit, une opération qui soude le présent et le grand lointain grec. Invention formidable. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Athènes, c'est, comme les Athéniens le disent eux-mêmes, les Athéniens, c'est-à-dire les corps athéniens. Hein, c'est pas le mot qui flotte. Et pour nous, Athènes, c'est l'organisation des œuvres, toutes œuvres confondues. Donc, par exemple, il y a un premier transfert de support des corps mortels aux pierres et aux ouvrages, qui, eux, ont duré davantage. Et l'eidos, qui est généralement pas compris comme ça, mais compris comme une permanence d'idéalité, disons de signification. L'eidos est une règle de transfert d'un support sur un autre. Il peut être très différent, le support. Dans 5000 ans, s'il y a encore une planète, on pourra faire ce transfert. Mais il faut inventer la règle de transformation, mais il faut qu'il y ait une constante. Et l'eidos nomme la constante. Bon. Je tâcherai de donner un peu la constante tout à l'heure. Bon. Quelque chose, évidemment, dans le transfert, le transport, ne passera pas en idéalité de la scène grecque aux scènes modernes. L'idéalité intacte paralyse.
Athènes passe pour une idéalité intacte. Et ils ont réalisé, les Athéniens, le transfert des Athéniens sur le mot Athènes. Autrement dit, les Athéniens sont mortels. Évidemment, les corps sont mortels, blessables. Athènes n'est pas mortelle. Bon. Alors, évidemment, je ne vais pas réciter le contenu des livres de Nicole Loro. C'est lisible. Je les lis à ma façon, à moi. C'est ma lecture, celle qui me parle. Bon. Autrement dit, l'épitaphios logos, je traduirai bientôt logos, répare le jour où il y a la cérémonie, mais c'est banal ça dans le fond, répare l'entame dans le corps des Athéniens, l'entame faite dans ce corps par la mort des citoyens tombés au combat, le corps civique est entamé, et il s'agit par un logos de réparer et de rendre à son intact la cité dans son inentamé. Et donc, il y a une tradition, c'est que le logos est réparateur. Le travail de Nicole Loro est naturellement un parcours à partir de cela. Une historienne de la cité grecque, le titre lui sera d'ailleurs contesté, c'est banal ça, qui refoulera de moins en moins les interférences de son propre présent, c'est-à-dire du présent des années 60, 70, 80, 90. C'est-à-dire qu'elle flirte avec l'anachronisme, qui est le péché absolu en histoire. L'anachronisme vous dévalue tout de suite. Si vous posez aux Grecs des questions qui ne se posent pas, ça ne vaut rien. Bon. Alors, l'anachronisme, il est évident que, ayant flirté, Nicole a succombé à l'anachronisme. Et il y en a des anachronismes. Et dans le fond, ça ne me gêne pas, moi. Ça ne me gêne pas. Autrement dit, nous verrons tout à l'heure qu'il y a des questions que les Grecs avaient la chance de pouvoir ne pas se poser. C'est formidable, ça. Autrement dit, nous croyons obligés de poser toutes les questions et de les formuler, et même d'en inventer qui ne se posent pas. Bon. Les Grecs, si j'ai bien compris, c'est ce que je comprends, moi, avaient la chance. C'est pour ça que Nietzsche n'a pas tort de dire que c'est un peuple heureux et normal. L'influence de Nietzsche est très grande sur Nicole, très grande. Elle lisait beaucoup Nietzsche. Bon. Et il a très bien compris. Bon. Donc, voilà. Bon. Je commence à passer, parce que sinon je n'y arriverai jamais. Bon. J'ai dit l'idéalité blessée. C'est un oxymore, figure de rhétorique privilégiée par Nicole. Vis-à-vis des Grecs, nous ne sommes pas seulement des spectateurs qui recevons, mais nous fournissons sur notre propre fond des matériaux pour alimenter les Grecs en polémicité. Sinon, ils ont tendance à redevenir un peu trop iréniques et un peu trop lisses. Autrement dit, l'idéalité blessée, c'est le contraire de l'idéalité lisse. Et si on laisse les Grecs aller à leur propre image, ils deviennent lisses, c'est-à-dire des types, des tupoi, bon, c'est-à-dire des figures, bon, admirables sans doute, mais un peu ennuyeuses. Bon. Tandis que si nous fournissons la polémicité, c'est à eux de la régler, du coup. Et par conséquent, c'est là qu'il y a l'accusation d'anachronisme. Bon. Idéalité blessée, donc, contre idéalité lisse. Je vais nouer deux problèmes. Les démêlés du logos et du polémos chez les Grecs et le rapport de Nicole Loro aux Grecs. Pour les Grecs, il n'y avait pas deux problèmes, mais un seul. Ce qu'ils sont pour eux, ils le sont, et qu'ils sont pour eux-mêmes, ils le sont identiquement pour les autres, sans défiguration, disent-ils, du moins le croient-ils. Alors, c'est vraiment ça le coup de l'Eidos. Autrement dit, faire croire qu'on présente le même visage dans le grand lointain et celui qu'on a de soi-même. Bon.
Le travail de Nicole consistera à entamer ce coup de force des Grecs. Ce que nous sommes pour vous, c'est ce que nous sommes pour nous. Bon. Alors, ce que les Grecs voient un, chez Nicole, c'est deux. Et par conséquent, il y aura toujours l'impossibilité de réduire le deux. Et que donc, s'il y a quelque chose qu'on appelle une ontologie, excusez-moi ce deuxième mot barbare, c'est une ontologie du deux qui ne peut pas être résorbé. Je l'ai indiqué dans le livre tout à l'heure, il y a 2 livres pour pouvoir dire ce qui se disait en un seul livre. Bon. Alors, l'invention d'Athènes, ou comment le logos répare la guerre, ou plutôt le polémos, c'est-à-dire comment le logos refoule le polémos dans l'épitaphios logos, dans le premier livre. Bon, je traduis, c'est-à-dire que je déforme, bon, et j'assume. Logos, mais nous avons, avec quelques amis ici, nous sommes d'accord, logos, c'est avant de signifier parole, discours, phrase, etc., c'est toute situation où on peut mettre en rapport. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui n'entrent pas dans un rapport. Les choses qui n'entrent pas dans le rapport sont inacceptables pour un grec. Ce sont ce qui s'appelle, d'un mot qui est comme ça, les alogas, ce qui n'est pas dans le logos, ce qui est hors logos. Et les alogas sont très dérangeants, et ils sont donc refoulés. Bon, logos, c'est la mise en rapport. Alors après, c'est la proportion, après, c'est la mesure, après, c'est le logos, au sens de la phrase, et puis c'est l'énoncé, et puis c'est le récit, et puis c'est l'oraison, et puis. Bon, c'est un mot infini, et puis c'est le verbe, etc. Bon, mais c'est d'abord la mise en rapport. Polémos, j'ai Chantraine qui m'a servi, il y a un vieux verbe grec, pelizo, chez Homère, qui signifie être dans la mêlée. Et on fait dériver polémos de pelizo. Bon, disons que polémos, c'est l'un victorieux qui l'emporte sur l'emmêlé. Ce qui fait que le polémos est un rapport naturel des cités entre elles. Ce n'est pas du tout un scandale, le polémos. Ce qui est un scandale, c'est la stasis. Le polémos n'est pas, c'est un rapport naturel, c'est-à-dire nécessaire. Chaque fois que les Grecs disent naturel, ça veut dire nécessaire. Bon. Et par conséquent, comme chez Marx d'ailleurs, bon. Et par conséquent, le polémos est une composante de rétablissement de l'unité d'une cité qui doit passer par un moment d'emmêlement dans la mêlée. Bon, d'où l'importance. Alors, évidemment, on pourrait techniquement s'intéresser à la façon dont déroule ce polémos. Moi, je ne suis pas très fort là-dedans, dans ce qu'on appelle les réalia grecs. Enfin, c'est important. Bon. Alors, il est certain que, donc, logos et polémos, je conserverai les mots grecs, mais ils signifient, d'un côté, qu'on peut mettre en rapport, que donc ce n'est pas extrinsèque à la possibilité de toucher autre chose, et polémos, c'est comment de l'un se rétablit grâce à de la supériorité, il y a évidemment cette règle, de la supériorité, diaphora, de la différence, de la supériorité, dans l'emmêlé. Donc il faut prendre le risque de ce que les Grecs détestent, c'est-à-dire le mêlé, le mixte, le mélange. Bon. Le premier rapport de Nicole aux Grecs, à Athènes, reste évidemment sous le charme, ébloui par le coup de force, sous le charme. Bon. Jamais, néanmoins, elle n'aura aux Grecs le rapport de quelque chose de primordial, de fondamental, comme c'est de tradition chez les Haïdéiriens. Bon. Ni d'archaïque, ni de fondateur. Bon. Il y aura de la part de Nicole une crise qui ne se voit pas dans les livres. Et il y aura un recommencement du rapport aux Grecs, après une interruption qui ne se voit pas. Bon. Un recommencement qui rendra le rapport plus problématique et moins euphorique. Bon. L'opération menée dans l'oraison funèbre, même démontée, opère encore très longtemps. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on a aperçu comment ça jouait que ça cesse de jouer.
les éléments alloga, que je traduis, moi, par les éléments réfractaires, n'ont pas encore fait leur entrée. Je parle du parcours, là. Les éléments n'ont pas fait leur entrée dans les livres qui suivent. Petit à petit, ils font leur entrée, jusqu'à l'accomplissement du grand réfractaire qui s'appelle stasis, qui est l'état où une cité se divise. Bon, j'y reviendrai. Bon. Les éléments réfractaires n'ont pas encore fait leur entrée. Ils sont réfractaires, évidemment, à l'idéalisation qui convertit la mort du citoyen au combat en soudure renforcée de l'intégrité d'Athènes. Bon. La mort d'un citoyen, c'est une soudure supplémentaire pour assurer le plein, l'entièreté d'Athènes. Bon. Les éléments réfractaires, c'est quoi? Ce sont les passions, les émotions, les pleurs de femmes, les victimes, voire les héros blessés. Un héros est blessé. Et il est intéressant quand il est blessé. Bon. Et dans l'ombre, tapis dans l'ombre, je dirais la discorde civique, c'est-à-dire la stasis. D'un mot, les éléments alloga sont tous les débordements. Évidemment, les éléments réfractaires entament la belle totalité. L'expression n'est pas de moi, elle est trop connue, elle est de Hegel. Bon. Parce que Nicole Leroy portera toujours plus d'attention à ce que j'appelle donc les idéalités blessées, non entières, non intactes. Que Nicole devienne de plus en plus attentive à ce statut paradoxal d'un Eidos débordé. C'est pas normal, ça, hein, ça ne signifie rien. Hein. L'Eidos 5, c'est l'Eidos 5. Hein, c'est pas 5, quelque chose. Bon. Alors, l'idéalité, en même temps blessée, et plus que ça, elle est débordée, assaillie, et on aurait dit, il y a une quarantaine d'années, surdéterminée. Pour les gens de ma génération, ce mot a été un mot de passe. Quand c'était surdéterminé, c'était riche. Bon. Je me souviens bien. Bon. Parce qu'il y a les éléments réfractaires qui sont là, ils sont toujours là quand même. Ils sont toujours là. Mais ils ne sont pas réveillés et pas activés, si ce n'est par la conflictualité moderne. Et c'est là où je conteste qu'il y ait, je dirais, anachronisme. Autrement dit, les éléments réfractaires sont dans la cité grecque, mais ils sont endormis, anesthésiés par le logos enchanteur, et injectés de la conflictualité sur soi-même, depuis soi-même. La conflictualité de la scène des années 70, il y en avait, vous savez, hein, vous vous rappelez bien, il y en a toujours, mais enfin, la forme qu'elle a aujourd'hui n'est plus la même, on l'a évoqué tout à l'heure. Bon. Elles sont activées. Alors, je dirais que si j'avais le temps de faire une biographie intellectuelle, je dirais en quelques jalons que, premièrement, le rapport sera toujours de plus en plus soigneux au texte lui-même. Bon. Quand je dis le texte lui-même, c'est déjà énorme, parce qu'il y a toute l'herméneutique allemande qui est là pour me dire qu'est-ce que c'est que le lui-même d'un texte. Je ne vais pas entrer dans cette énorme difficulté. Et Nicole n'établissait pas les textes. Elle choisissait les meilleures éditions, mais elle n'établissait pas les textes. Hein. Bon. Et elle neutralisait au maximum, de façon de plus en plus affirmée, l'idéologie grecque elle-même. Pas l'idéologie qu'on a de la cité, l'idéologie que les Grecs avaient d'eux-mêmes. Alors évidemment, c'est la tradition académique française qui a maintenu, je dirais, l'idéologie, cette Grèce où nous sommes nés. Ça, c'est du flan. Hein. On n'est pas né en Grèce. Bon. Alors, je reprends un mot qui est daté, idéologie. Il est daté dans les années 70. Quel colloque ne parlait pas de l'idéologie? Bon, aujourd'hui, je crois que le mot n'a pas été prononcé. Je m'en réjouis d'ailleurs, parce que ça signale bien qu'il y a du temps. Bien sûr, il y a du temps qui passe et du temps qui ne passe pas, mais là, il y a du temps qui est passé quand même. Bon, nous ne sommes plus... Bon, alors... idéologie est un mot daté. Bon. Il y a donc du conflit chez Nicole entre l'helléniste et l'historienne, c'est sûr. Bon. C'est pas simplement une helléniste, hein. Et certains diraient que ce n'est pas du tout une helléniste. Bon, je connais bien ça. Bon. Et il y avait du conflit entre l'historienne et la femme attentive aux positions politiques des années 70-90, laquelle a pris le parti, Nicole, de ne pas refouler le présent,
marqué par le présent des années 70, 80, marqué par une montée en puissance chez nous des composantes réfractaires. Elles seront de plus en plus, que ce soit ce que j'appellerais l'autrement autre que l'autre grec, c'est-à-dire l'autre de l'anthropologie, qui n'est pas autre comme les Grecs sont autres. Là, on fait une marmite obscure quand on dit l'autre en général. C'est pas assez précis. Il y a de l'autrement autre que l'autre grec, qui est lui-même l'autre grec extraordinairement déjà subordonné au même. C'est un autre très domestiqué, ce qu'on appelle l'autre chez les Grecs. Alors, le vrai autre chez les Grecs ne s'appelle pas autre. Hein. Il furette comme ça, bon, mais il est difficile à trouver. Bon. Peu à peu, se dégage la possibilité de formuler, je dirais, l'axiome de Nicole Lauro. Les notions entamées sont seules fécondes. Et je vais insister sur la notion de fécondité. Bon. Et évidemment, quand on dit les notions entamées sont seules fécondes, le féminin n'est pas très loin, qui entamera évidemment et qui emblématisera le réfractaire. Qu'il y ait de l'idéalité au féminin, voilà une étrange logique. Hein. Bien sûr, il y a le génos gunaikon. C'est-à-dire, je reprends la traduction lignée, la lignée des femmes, c'est-à-dire un génos infernal, chez Sémonide, d'Amorgos. Infernal, parce que toujours agité, fatiguant les hommes, demandant tout le temps du plaisir sexuel, enfin bref, infernal. Bon. Du coup, moins subjugué par le miracle grec. Je dirais, la guerre vaincue par le logos, ça c'est le miracle grec, la guerre vaincue par le logos. Nicole propose un autre rapport au grec, autre que le rapport académique, autre que le rapport herméneutique, c'est-à-dire l'établissement fondamental du sens grec, autre que le tout politique de Vernon, qui était quand même quelqu'un dont elle a été très proche. Bon, mais là, elle s'est quand même séparée du tout politique. Bon, il y a, dès qu'on dit tout quelque chose, on reconduit une idéalité. Bon. Alors, il y a un rapport au grec, celui de Nicole, qui sera plutôt de la forme contrat, ou je dirais entre partenaires. Et il faut être malin quand on passe un contrat avec les Grecs, parce qu'ils sont malins. Hein. Donc, on peut être pris. Alors, Nicole alimente, depuis la scène de son présent, les Grecs, elle les alimente en complication. C'est un de ces mots. La complication, c'est-à-dire, il faut toujours apporter un peu plus de complications dans les situations grecques que les Grecs ne voudraient le laisser croire. Et il y a donc toujours un facteur de plus qui fait que l'unité et totalité pète, saute. Et ce facteur, je dirais, inintégrable, ce facteur réfractaire, il est généralement à base de conflits psychiques et de langage. C'est les seules choses qui se laissent mal, je dirais, endiguer dans le tout. Bon. Complication, alors, la complication des années 70 était, si vous vous rappelez, pour nous, la question dite de l'articulation. Vous vous rappelez combien on a articulé, les gens qui étaient dans... Bon, articuler, il fallait articuler quoi? C'était toujours la même chose. Il fallait articuler la base matérielle et, je dirais, les luttes avec, je dirais, la superstructure, l'idéologie et le langage ou le sexuel. Bon, et l'articulation tardait toujours à venir. Et elle était même introuvable. Tandis que les Grecs, alors, l'échange est le suivant. Nicole refilait aux Grecs, je dirais, comment vous vous débrouillez avec, d'un côté, la politique, de l'autre, la tragédie. Comment vous vous débrouillez? Et eux apprennent de plus en plus et lui apprennent de plus en plus qu'on peut très bien vivre dans l'articulation ouverte, voire déboîtée, sans se casser la tête. Autrement dit, alors là, on évoquait ça hier, il y a le verbe ararisko, qui est le mot grec pour articulation, ajustage, ça marche très bien. Bon, bon, il faut un coup de force quand même, comme tu le rappelais, Jean-Marc, il faut un coup de force. Bon, mais vous vous rappelez que, comment on disait en permanence, l'articulation,
elle est bricolée, elle arrive comme ça, mais on ne sait pas d'où elle vient. Bon, elle tient pas bien. Bon, et ce que les Grecs lui apprennent, lui refilent, c'est que, mais on vit très bien dans le presque désarticulé, et ils étaient beaucoup moins, je dirais, inquiets que nous, d'instances qui ne sont pas liées. Ils étaient beaucoup plus ouverts aux déliés. C'est-à-dire, nous ne supportons pas les choses qui ne sont pas liées, dans le fond. On a beau raconter qu'on n'aime pas l'un, quand c'est complètement le foutoir, on n'aime pas ça. Bon, et on aime bien qu'il y ait un peu de fil conducteur et d'unité. Bon, donc, toutes les critiques de l'un doivent être tempérées du fait qu'on a quand même besoin du fil conducteur. Dès qu'on a un fil conducteur, on a de l'un. Bon, les Grecs disaient non, on peut très bien laisser ouvert, à ciel ouvert, le conflit, c'est-à-dire la tension, c'est-à-dire la quasi-division. Bon, alors, évidemment, la problématique, la forme du problème dans les années 70, chaque époque a sa forme de problème. Aujourd'hui, c'est plus l'articulation, je ne sais pas trop ce que c'est. Il serait amusant à chercher quelle est la forme, je dirais, pointue du problème aujourd'hui. Ce n'est pas le problème, c'est autrement, il se nomme autrement. Il se nommait dans les années 70 articulé, bon, et articulation introuvable, chercher, bon, alors que les Grecs vivaient sous la menace de la disjonction, et pas si mal que ça. Et sous la menace de la disjonction, ça se dit stasis. Et le plus énorme, c'est que c'est la déliaison elle-même, elle-même, toujours imminente du corps civique, qui fait le lien. Le lien de la division, c'est ça. Autrement dit, c'est quand même un paradoxe énorme, que ce soit la division qui fasse le lien. Bon, et c'est pourquoi Nicole aimait tant se rapporter à Héraclite. Bon. Alors, je vais commencer un peu. Combien de temps ? La complication, si j'avais le temps, je dirais que qu'est-ce que c'est que ajouter toujours un facteur de plus ? C'est trop simple ce que vous dites. Il faut encore un facteur de plus. Mais à force d'avoir des facteurs de plus, c'est la confusion. Alors, comment mettre de l'ordre dans les facteurs ? Bon. Et je ne sais pas comment on dirait en grec facteur, je ne sais pas. Bon, tu as cherché. Bon. Mais je parodierais une expression que Marie-Josée Monzin connaît bien, qui est, je dirais, de la complication sans confusion. Bon, c'est-à-dire, tu connais, c'est l'union sans confusion, mais chez les Grecs, c'est de la complication sans confusion, c'est-à-dire ils s'y repèrent très bien. Et ça, c'est évidemment le problème de la métisse. Bon, c'est un problème classique, ça, je ne veux pas entrer dedans, mais la métisse, c'est trouver dans la complication le fil conducteur. C'est pas très simple, hein, mais enfin, c'est quand même compréhensible. Bon, alors, Nicole Laureau comprendra toujours davantage l'exigence pour les Grecs d'une relation tendue, et jamais surmontée, tension ouverte à égalité. Elle le dit explicitement à propos de la tragédie. Autrement dit, le conflit, elle le reprend de Hölderlin, ça, le conflit est tendu à l'extrême. Et il n'y a pas moyen de trouver, sauf quand on fait de la dialectique, mais je ne veux pas rentrer dans ces affaires-là, bon, il n'y a pas moyen de résoudre. La tension est entre la division et l'articulation. Autrement dit, les Grecs sont conjointement, sans que ça les gêne beaucoup, dans la division, c'est-à-dire ils ne sont pas unifiés, et ils sont dans l'articulation. Comment ça se passe, ça ? Ça fait une contradiction. Une contradiction pour nous, parce qu'on est soumis à cette espèce de contrainte de résoudre la contradiction, mais pour les Grecs, ce n'était pas une contradiction. Bon, alors, pour le dire autrement, les Grecs ne suturaient pas. La suture, hein, c'est-à-dire, on ne voit plus la trace de ce qui était là où il y a passé la division. Bon. Progressivement, Nicole Laureau déplacera l'accent de la mort sur la blessure, qui deviendra plus importante et plus féconde que la mort. Autrement dit, la mort, c'est facilement idéalisable. Et elle aurait dit, je pense, les Grecs peuvent en faire facilement leur histoire, leur affaire. Un petit discours et la mort est embellie. Bon, la belle mort, c'est bien connu, ça, je ne veux pas parler de la belle mort, hein, mais enfin, c'est comme hier on évoquait la conduite au sacrifice de la victime consentante. Ça a une vérité relative, ça.
très relative. Bon, eh bien, de la même façon que la mort soit surmontée par un discours, c'est une vérité très relative. On ferme les yeux, on dit oui, mais c'est pas vrai. Et quand dans l'assistance, il y a une femme qui pleure, elle pleure. Bon. Alors, vous savez qu'il y a une citation de Hegel qui me vient évidemment, et qui est « Les blessures de l'esprit ne laissent pas de cicatrices ». Bon. Ce n'est pas ces blessures-là qui occupaient Nicole, ce sont les blessures dans la chair, en taille ou en âme. En tant que blessé, je dirais, la situation est toujours plus compliquée que la mort, et elle oblige à inventer un autre logos que le logos, c'est-à-dire la plainte chantée. La blessure n'est pas guérie, la blessure est chantée, entre autres dans le deuil. En tant que blessé, il y a de la fécondité dans ce qui est blessé. Et en tant que non refermé, la blessure est féconde parce qu'elle l'oblige à compliquer les choses. Bon. Autrement dit, je passe un petit peu. Au terme de ce parcours, si c'était déjà le terme, ce n'est pas tout à fait le terme, on aura compris qu'avec Nicole, la scène moderne a à charge, nous avons à charge de réactiver l'incompatible, l'irréductible, le réfractaire, au besoin en le transférant chez les Grecs. Tandis que eux, à la fois nous montrent ce que c'est qu'une scène non unifiée, où le féminin n'est pas à l'unisson du masculin, où le politique n'est pas résorbé par le tragique, et où néanmoins on vit très bien dans le non unifié. Bon, tout ce que les modernes n'arrivent pas à articuler au logos de la domination et qui sert de révélateur. On dit ce qu'on n'arrive pas à dire très bien, ce qui ne se laisse pas dire, quoi, ce qui est rétif à se laisser dire. Bon, ce sont des motifs majeurs, ça, aujourd'hui. Bon, ce qu'on n'arrive pas à formuler. Bon, eh bien, les Grecs nous ont donné à la fois les formulations, c'est pourquoi Nicole aimait la langue grecque, qui est à la fois extrêmement concise et extrêmement précise. C'est quand même ça qui est... Parfois, il faut être très intuitif pour comprendre, c'est vrai. La grammaire ne suffit pas. Bon, il faut un pif, il faut du pif. Bon. Les éléments qui n'arrivent pas à être intégrés servent de révélateurs pour compliquer la machine grecque qui tente de se transférer à l'intégrale, on comprend très bien. Alors, pour que les Grecs deviennent féconds, c'est-à-dire qu'ils nous apportent quelque chose qu'ils n'ont pas, dans le fond, c'est ça être fécond, donner quelque chose qu'on n'a pas. Bon. Il faut d'abord les féconder. Et le rapport de Nicole aux Grecs n'est pas de fondation, mais de fécondation. Donc c'est là-dessus que je voudrais poursuivre un peu. Alors, la part réfractaire, je le rappelle, c'est le féminin, les victimes vaincues, le tremblement du guerrier. Ça, chez les Spartiates, ceux qui ont tremblé au combat sont désignés comme des femmelettes. Bon, et par conséquent, ils sont indignes de combattre. Bon, tremblement du guerrier, folie d'Ajax, bref, tout ça. Nicole jugeait nécessaire de la réveiller, cette part réfractaire, au risque donc de troubler l'acte d'idéalité. Bon. Elle réinjectait de la complication dans des situations qu'on aurait envie de déclarer simples et transparentes, au risque de leur poser de mauvaises questions. Alors que j'ai dit que la chance des Grecs avait été qu'ils n'avaient pas à chercher l'articulation qui était donnée dès qu'ils vivaient comme ça. Bon. En conséquence, la cité divisée, on comprend très bien qu'il n'y a pas à expliquer que cette cité tient par elle-même, puisque c'est sa vie elle-même. Autrement dit, il n'y a pas à ajouter de l'explication, c'est l'énergie qui se divise, qui porte et qui fait vivre. Bon. Mais il y a un supplément, je dirais, d'expression là-dedans, c'est que quand la division n'est pas résorbée, eh bien,
il y a comme un volcan qui est là, ouvert, et c'est la plainte qui se fait entendre. Bon. Alors, encore quelques difficultés de plus. J'ai dit, si Nicole avait parlé d'ontologie, elle ne parle pas, elle, c'est moi. Bon. Je dirais que son ontologie était la suivante, à savoir seul a pleinement dignité d'être, ce qui se divise sans consommer la rupture. Vous voyez bien la situation. Autrement dit, ce qui est, au sens de Parménide, n'intéressait pas Nicole. C'est sûr, ça. Bon. Ce qui intéressait Nicole, c'était un nain dans l'imminence d'être séparé de lui-même. C'est là où il y avait le point majeur. Et je dirais que l'action au féminin, c'était l'état de stasis, quoi, hein, l'action au féminin donne une assez bonne idée de cette logique quand elle étudiait la guerre des sexes. Bon. Chez nous, la division est allée, chez nous dans notre culture, la division est allée jusqu'à la constitution de sphères autonomes. La fameuse autonomie des œuvres, du langage, sphères autonomes, bon. Jusqu'à l'autonomie du logos par rapport à la base matérielle. On comprend pourquoi, puisque c'était allé jusqu'à la sphère autonome, il fallait en appeler à l'articulation, c'est logique. Quand on a trop séparé, ensuite il faut trouver le moyen de réunir. Bon. Nicole retenait au moins de la scène des années 60-90 4 situations de division. Je vais très vite là. Hein. Pays développés, tiers-monde, et la découverte de l'autrement autre que l'autre grec. La différence des sexes, qui sera pour elle un point majeur. L'intervention du conflit psychique dans son rapport avec ce qu'elle apprendra en s'approchant de très près de la psychanalyse. Et enfin, un intérêt qu'elle avait travaillé en travaillant sur le sens des mots opposés chez les Grecs, le sens opposé dans les mots, qui est une division des mots aussi. Il y a une stasis dans les mots. Hein. Dans la cité divisée, il y a une stasis des mots. Chez Thucydide, les mots sont en guerre civile. Autrement dit, ils signifient eux-mêmes et leur contraire. Bon. Et sans que ce soit dialectique au sens hegelien. Bon. Alors, les Grecs vivaient assez bien tout ça, je dirais. Alors que nous vivons très mal cette division-là. Et que nous, dans tous les cas, on cherche à résoudre l'articulation. Bon, autrement dit, vous avez compris que ce n'est pas l'un qui est pleinement, mais l'un affecté de division. Alors, néanmoins, ce qui amènera Nicole Leroux à juger que les Grecs politiques s'arrangeaient mieux avec la mort qu'avec la blessure, c'est que la mort s'idéalise, elle devient idéale, la blessure, non. Elle est comme une autre bouche, c'est une entaille, une entame, elle est comme une autre bouche qui articule, mais n'articule pas de l'articulable logique, elle articule mal de la plainte. Bon. Alors, je l'ai dit, je récapitule un tout petit peu. Les notions entamées sont seules fécondes. La non-entièreté est la condition de la fécondité. La notion en proie à la division est éclairante. La belle totalité est paralysante. Donc les Grecs ne sont ni admirables, ni fondamentaux. Ils sont féconds, en ce sens que les femmes sont fécondes en ce qu'elles font des enfants. Et il y a un article célèbre, le lit La guerre, où très vite, Nicole montrait que, bien sûr, il y a la situation héroïque du guerrier mort au combat, mais il y a la situation non moins héroïque de la femme morte en couche, parce qu'elle avait donné, par sa mort, naissance à un futur guerrier. Bon, alors, je donnerai une définition de la blessure. Être divisé dans l'articulation. Autrement dit, ce que j'ai déjà dit, je lui donne un autre nom. La blessure, c'est non seulement l'entame et l'entaille, mais c'est être divisé dans l'articulation, ce qui est une situation ontologique. Donc tous les Grecs sont blessés. Tous les Grecs sont blessés. Bon, la blessure, c'est
évidemment du moins d'être. Et ce moins d'être n'arrive pas jusqu'au logos. C'est-à-dire que cette belle harmonisation être et logos ne tient pas. Et par conséquent, le moins d'être ne peut pas être dit, il ne peut être que chanté. Et par conséquent, la gorge de la femme est l'organe par excellence blessable. Voyez Mères en deuil, voyez façon tragique de tuer une femme. La gorge est à la fois l'organe d'où s'élève le chant, mais aussi c'est l'organe prodigieusement blessable. Et c'est ainsi que les victimes sont mises à mort, elles sont égorgées. Bon, alors, ça nous amène à penser qu'il y a du logos qui souffre. Bon, et du logos qui souffre, c'est un nouvel oxymore. Autrement dit, on est loin de la belle totalité. En concurrence, disais-je, la belle forme articulée, d'un côté, et la voix endeuillée qui chante la perte et la séparation, là où il n'y a pas moyen d'idéaliser. Ce qui fait que l'idéalisation aura, dans le fond, deux registres, le logos et la voix. Il faut donc imaginer un logos au féminin, ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire un logos qui n'est pas tout à fait un logos de l'articulation, de la proportion, du nombre. Ça, c'est le logos qu'on dira masculin, si vous voulez, pour faire bête. Bon. C'est-à-dire le logos que l'on connaît et qui s'impose parce qu'il donne la mesure. C'est un des sens du mot logos. Et un autre qui est, je dirais, celui de le registre de la voix, qui est l'identification transtemporelle à la plainte chantée de la voix. Autrement dit, quand une femme grecque pleure, ou quand un héros blessé pleure, les pleurs, ça n'a pas besoin de trouver sa transposition idéale. C'est directement quelque chose que nous comprenons. Autrement dit, nous comprenons mieux les héros blessés que nous ne comprenons les héros intacts. Bon. Par la blessure qui nous oblige à ouvrir notre oreille à autre chose que du bien articulé, qui était la condition du logos. On admettra qu'une affaire grecque, c'est toujours un montage de transparence, tendanciellement isolable. Tendanciellement, on peut la soustraire, la transparence. Un montage de transparence et d'opacité. L'opacité qui communique avec les puissances nocturnes. Bon. Alors, comment rendre justice à l'opacité grecque ? C'est un peu ce qui a été l'objet de la voix endeuillée. Autrement dit, l'idéalité blessée ne peut pas être présentée. Il y a précisément 40 ans, on aurait tout de suite compris la Darstellung. Autrement dit, ça se présente par soi, ça tient tout seul, on n'a pas besoin d'expliquer, et si vous ne comprenez pas, c'est de votre faute. Bon. L'idéalité blessée ne peut pas être présentée, elle doit être assistée, ce qui est très différent. Assistée par le chant et par le traîne. Et par conséquent, il y a un couple indissociable entre la blessure et le chant. Bon, j'arrive bientôt à la fin. Bon. La part obscure des Grecs était à ciel ouvert. C'est le plus paradoxal, ça. La part obscure des Grecs était à ciel ouvert. C'est moi qui le dis, hein, en lisant Nicole. Ça me parle, ça. Autrement dit, je me dis, on n'a pas besoin de chercher, de creuser. Surtout creuser est très dangereux. On en parlait avec Antonia Soulez. Creuser est très dangereux. Il ne faut pas creuser. Bon. Et les Grecs ne creusaient pas. Les Grecs ne creusaient pas. Ils ne sont pas profonds. Ça a été dit, ça. Hein. Bon. Mais c'est vrai, ça. Puisque c'était à la jointure, jamais vraiment suturée des ferments actifs, ce que j'appelle la fécondité, des ferments actifs et de l'articulation qui rétablit du continu. Alors, l'actualité m'a donné une circonstance étonnante pour illustrer ce que c'est qu'un grec façon Nicole Leroux. Vous avez sans doute entendu parler de la mort du mathématicien Grothendieck. Bon, mathématicien fameux, mathématicien mythique. Bon, eh bien, en lisant sa biographie, là, qui était donnée, je me suis dit, mais dans le fond, c'est un héros grec, lui qui était plutôt juif apatride. Hein. C'est ça qui m'a plu.
C'est un héros grec dans la mesure où Nicole Lauro aurait entrevu chez lui 4 composantes qui étaient à la fois jointes et non vraiment associées, comme ça, flottantes. Flottantes, c'est formidable ça. Bon, à savoir que c'était un enfant blessé, un homme blessé par son enfance. Père assassiné à Auschwitz, etc. Bon, un homme blessé par son enfance. Deuxièmement, c'est un logos autonome. En lui, le logos mathématique est autonome. Il est libre de toute... Il s'invente lui-même, il est totalement libre. C'est comme ça que j'imagine qu'on peut être un grand mathématicien. Autrement dit, on n'est pas bloqué par quelque chose. Bon, ça marche. Bon, ça marche tout seul. Il y avait troisièmement, il y a chez explicite, chez Grothendieck, une voix, V-O-I-X. C'est pour ça que je dis que c'est un grec. Une voix qui, évidemment, s'était tue ces dernières années, mais une voix qui clamait la blessure faite à la terre. Vous savez qu'il s'était intéressé à l'écologie. La blessure faite à la terre et aux hommes. Et donc cet homme est mort irréconcilié avec, je dirais, par sa parole. Il s'est tué, mais c'était pas réglé. Il s'est tué parce qu'il en avait marre, parce qu'il n'avait pas été entendu, surtout. Bon. Et quatrièmement, il était en conflit ouvert avec toute normalisation. Autrement dit, toute romanisation. Les Grecs ont été romanisés, mais en surface. Bon. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que le grec de Nicole Lauro peut très bien être un juif apatride. Ça m'a paru ouvrir beaucoup de choses. Alors, je vais vite. J'ai 3 minutes peut-être encore. Bon. J'ai presque fini. Hein. Bon. Non, j'ai été très vite. Alors l'idéalité, équivalence de point de vue, pour nous, pour les Grecs. L'idéalité, ça veut dire que ce que nous voyons, les Grecs le voient pareil, et nous le voyons pareil que les Grecs. Bon, ça, c'est la fable, la grande fable, dans laquelle nous vivons tous un peu quand même. Bon, évidemment. Après, alors attention, après les transformations réglées qui sont à la charge du destinataire, on a la charge quand même d'assurer le réglage, hein, quand même. Bon, alors évidemment, une idéalité blessée se laisse moins transférer d'un support à un autre. Ça passe moins bien. Eh oui, la blessure passe pas. D'où un axiome, je dirais. C'est que, je les invente les axiomes, hein. Ça c'est pour faire un peu savant. Bon. Alors, l'axiome est le suivant. La voix des opprimés, des femmes, des endeuillés, chez nous, fait entendre quasi à l'identique, ou plutôt identiquement, la plainte vive des Grecs de vive voix. Autrement dit, quand on voit un autre, mais pas au sens des Grecs, pas ce symétrique du même, mais un vrai autre, un vraiment autre, qui est dans l'affliction, quelle qu'elle soit, et qui exprime quelque chose, eh bien, il faut se dire qu'on entend exactement la même chose que ce qu'un grec une grecque pouvait émettre comme sonorité. Bon. Je parodie un peu ce qu'un jour De Santi me disait. Il me disait, quand on fait ça sur la table, et quand Aristote faisait ça sur la pierre, on a la même expérience que lui. Admettons, j'en sais trop rien. Bon. Là où la complication se joue, c'est que la parole grecque, pas la voix, la parole grecque est la non-dissociation accomplie du logos et de la voix. C'est-à-dire qu'on n'a jamais complètement séparé le logos et la voix. C'est ce que j'appelle la parole grecque. Bon. Les Grecs ne dissocient jamais jusqu'au bout, jusqu'à produire de l'autonomie. Ce que je disais tout à l'heure. De l'autonomie entre la transparence des articulations, ce qu'on a plutôt retenu. On a plutôt retenu les épures grecques, nous. Bon. Il ne dissociait pas la transparence des articulations et l'opacité des affects, à savoir l'inséparation de l'emmêlé et de l'articulation, c'est-à-dire l'inséparation de l'emmêlé, c'est-à-dire de la guerre, et de l'articulation, c'est-à-dire le logos. C'était aussi cela, la complication grecque pour Nicole. Il fallait toujours prendre ensemble le bien circonscrit aïdétique, le très tranché, et l'accompagnement pathétique des passions. Les Grecs avaient donc réalisé mieux que nous la séparation sans division du logos et de la phonée. Les Grecs ne dissociaient pas et
les composantes n'étaient jamais dans une relation de refoulement où l'une aurait dissimulé l'autre. C'était toujours, comme je vous proposais, à ciel ouvert. Pour être à la hauteur de cette complication des Grecs, il avait fallu que Nicole Leroux, quittant le terrain grec, on ne l'a pas vu, mais elle a quitté le terrain grec à un moment, repasse par les conflits et divisions du présent. La guerre du Vietnam, l'idéologie, la domination du masculin, l'expérience du conflit psychique. Et à ce moment de l'exposé, qui est le moment final, je traduirais volontiers logos par enchaînement, enclenchement, engrenage. Le grec de Nicole Leroux aurait volontiers dit « Une femme ne s'est pas enchaînée. Elle ne s'est pas passée à autre chose. Elle reste accrochée à sa blessure et à l'affect, refusant de l'oublier. » Comment articuler chez nous, pour nous, ce qui s'appelait ne pas rappeler les mots du passé, le même Nessika-Kane, et la fidélité à la douleur et au deuil. Bref, ce n'est pas un intérêt pour le fondement ou la fondation qui commandait le rapport de Nicole Leroux aux Grecs. Ils n'étaient pas fondamentaux, mais comme je l'ai dit, ils étaient féconds. Le présent fécondait la question qu'on pouvait poser aux Grecs, tandis qu'eux nous donnent les formules épurées. Voilà, je vous remercie. Évidemment, tu n'as pas parlé de performance, mais... C'est vrai, j'ai pas pensé. Elle était là, donc... J'ai même pas pensé. Je m'étais promis de le dire, mais... elle était là, donc... Entre voix et chant, tu mets encore quelque chose, le chanter, c'est quoi? C'est le trénos? Trénos, oui, c'est comme ça, je l'entends par trénos. Ouais. C'est une zone obscure, je ne sais pas trop bien. Je ne sais pas trop bien si c'est continu ou pas, je ne sais pas. Jean-Max. Merci. Nicole était là, à côté de toi. Merci. Il me venait deux choses. Il me venait sa voix, avec une façon de dire qui n'appartenait qu'à elle et qui était le début de ses raisonnements. Je n'avais entendu ça, peut-être elle tenait ça de son père instituteur, je n'avais entendu ça que chez les instituteurs. C'était soit. Soit. Hein, soit. Soit. Bon. Et à partir de là, boum, oui. On était parti. Oui. La deuxième chose que je veux te dire, en reprenant les éléments stoïkeia, je te propose. Oui. Facteur, ça marcherait aussi. Très bien. Hein? Oui, oui, très bien. Les éléments que tu as mis à notre disposition, ça me rappelait un texte dont nous avons souvent parlé ensemble, et notamment avec Nicole, qui traite exactement de ce que tu dis, qui est le début de Oedipe à Colonne. Vous vous rappelez, enfin, vous vous rappelez pas, mais je vous rappelle, le pauvre Oedipe aveugle posant la main sur l'épaule de sa fille Antigone, qui arrive donc dans les faubourgs d'Athènes, et comme il y a les nécessités théâtrales, il faut qu'on puisse dire où on est, etc. Et donc, c'est où sommes-nous? Où sommes-nous? Alors, il y a un habitant du lieu, de Colonne, qui va dire à Oedipe et à ses filles où nous sommes. Faubourg de Colonne, Thésée, le roi d'Athènes, etc. Où sommes-nous? Là, juste sur le côté, il y a un bois sacré. Oui. Attention. Qu'est-ce que sont les qualités de ce bois sacré? C'est le vers le plus homothétique à ce que tu as dit tout aujourd'hui, qui est contenu
qui se contient dans 3 adverbes qui sont aphonos, aderktos, alogos. Il n'y a pas de voix, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de logos. Et la conclusion un peu apeurée du bonhomme du lieu, dit, attention, ce sont là choses étrangers, dit-il à Oedipe, qui n'ont pas eu l'honneur d'être mises en histoire, je traduis littéralement, mais qu'on apprend plutôt à les fréquenter, sun einai, à être avec. Je crois que tout ce que tu as dit et tout le travail de Nicole et peut-être aussi toute la fécondité tient dans cette façon de dire les choses avec un A privatif, oui. Mais elles sont dites. Et elles sont dites de façon problématique. Elles ne sont évidemment pas résolues par la mort d'Oedipe, mais elles sont dites là pour nous, pour Nicole et pour toi. Et merci. Merci, merci. Oui, Patrice, je voudrais exprimer mon émotion en t'écoutant, car les 10 dernières années de Nicole, quand elle était un peu à l'OGA, enfin quand elle ne pouvait plus parler, on pouvait dire qu'elle témoignait dans son corps de tout ce que tu as pu dire. Moi, j'ai vécu ça comme ça. Et je voudrais dire vraiment que ton exposé a été m'a profondément touché. Et comme on disait tout à l'heure, je crois que ce qui touche, c'est véritablement ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on ne peut pas énoncer, cette espèce de blessure que Nicole a vécue dans sa chair jusqu'à la fin. Et cette blessure, je pense, moi, à une pièce tragique. Enfin, je pense à Philoctète. Ouais. Et justement, oui, cette image magnifique de Philoctète, qui a une blessure inguérissable, oui. Qui est, je crois, l'image même peut-être de cette paraculture grecque que le logos ne peut pas dire. Et je voudrais simplement témoigner aussi d'autre chose, mettre en rapport cette blessure de Philoctète avec tout ce que tu as dit, avec ce que tu as dit aussi du rapport de Nicole à Nietzsche. Effectivement, moi j'ai toujours vu du Nietzsche dans ce qu'écrivait Nicole. Je pensais évidemment à la joute chez Homère, oui. Mais je pensais aussi précisément à cette image de Philoctète qui a accompagné Nietzsche jusqu'à la fin. Oui. Car dans les dernières lettres de Nietzsche, il y a cette admirable image de Philoctète blessé, et qui est pour Nietzsche sa propre image. Et je pense qu'il y a là un télescopage absolument incroyable, et ton exposé de ce soir, véritablement, m'a paru quelque chose qui n'avait jamais été véritablement dit à propos de Nicole. C'est l'un des hommages les plus blessants et les plus profonds, et en même temps non profonds, comme tu dirais tout à l'heure, le plus grec, c'est pas, que l'on pourrait faire de Nicole. Je voulais te dire merci de toute mon amitié. Jean, je te remercie, et je voulais dire que j'avais pensé naturellement à Philoctète. Naturellement, cette blessure qui sent mauvais d'ailleurs, qui sent mauvais. On ne comprend pas pourquoi ça sent mauvais comme ça. C'est sans doute quelque chose comme une gangrène, j'imagine. Et il est tout seul, isolé sur son île, parce que personne ne veut le... Bon, oui, mais je ne voulais pas rentrer, je ne pouvais pas. Mais j'ai tout à fait pensé à Philoctète. Merci, hein, merci. Oui, inutile de te dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, et j'adhère tout à fait à l'ensemble de ce que tu as proposé. J'en ai parlé de Philoctète, mais on me prend on a pris la figure d'avance. L'autre point sur lequel je voulais juste intervenir très rapidement, qui me semble très, très important, c'est ce que tu as dit sur la fécondité. Hein.
Je crois que tu as défini, au fond, quelque chose de très important du travail de Nicole, et je dirais au-delà de ce qui nous a formés, de ce qui nous a constitués, parce que nous sommes exactement du même âge, c'est-à-dire, au fond, ce geste par lequel on donne quelque chose aux Grecs, selon ce qui nous occupe ou selon ce qui est aux alentours de nous, et comment, dans les meilleurs des cas, et celui de Nicole est évidemment de cet ordre, dans le meilleur des cas, les Grecs nous retournent quelque chose. Et je me disais, figure avec laquelle je suis tout à fait d'accord, je me disais au fond que cela est constitutif je crois, de tout rapport à la Grèce, aux Grecs, peut-être depuis le XVIIIe ou XIXe siècle, enfin bon, que cela est peut-être aussi de l'ordre d'une autre forme de blessure, peut-être que nous blessons les Grecs en les interpellant de cette manière-là, enfin, est-ce que nous en récoltons est parfois mineur par rapport à ce qu'ils sont susceptibles de nous donner, enfin, et que par là, au fond, on a aussi, même tu l'as redit, s'il n'y avait pas de préoccupation ontologique, philosophique chez elle, on a aussi un autre éclairage, au fond, ce qui m'a toujours frappé, je l'ai dit très rapidement hier, un autre éclairage sur le rapport que le travail de Nicole peut porter sur le travail philosophique. Je crois que ça a été très bien restitué par toi, et que c'est quelque chose qui me semble très important. Tu as dit que ce travail, il est situé dans notre jeunesse et notre maturité, ce qui est vrai, mais je crois que, entre autres choses qui en restent, outre les analyses merveilleuses dont tu as cité certaines, c'est aussi, je crois, cet éclairage latéral continuel que ça porte sur le travail philosophique, dont un des points les plus importants, à mon sens, je crois que tu le partages, c'est la stasis, évidemment. Tout à fait. C'est la stasis. Et je crois que là, il y a encore beaucoup de choses à faire dans dans cette région-là, en quelque sorte. Hein. Et, au fond, beaucoup de choses à faire dans cette sorte de double mouvement d'y apporter quelque chose et d'aller chercher autre chose, au fond. Donc, merci pour ça aussi. Tu as raison d'insister sur cette chose qui m'est apparue. Je savais que le rapport n'était pas académique, au sens où Jacqueline de Romilly pouvait dire de Vernon qu'il ne savait pas le grec. Bon, d'une certaine façon, c'était vrai. Il le savait moins qu'elle. Mais il en faisait quelque chose de plus. Oui. Il en faisait quelque chose de plus. Et plus fécond, dirons-nous. C'est-à-dire qu'il apportait son expérience politique et de résistant, de sa lutte pendant la guerre d'Algérie, et donc tout ça, il le transférait. Et donc, évidemment, il n'était pas vraiment considéré comme un helléniste. Par Bollac, par exemple, qui est représentatif de l'herméneutique, c'est-à-dire de la constitution du sens, comment constituer le sens grec dans son autonomie. Et ça, c'est perdu d'avance pour moi. C'est perdu d'avance, l'autonomie du sens grec. Bon. Et je suis là. Alors, cette opération, je ne sais pas, faudrait la nommer une transaction. Bon, je ne sais pas comment lui donner de nom. J'aimerais bien lui trouver un nom grec, mais je ne l'ai pas. Bon, c'est-à-dire, si on n'a pas de questions à poser qui ne sont pas grecques, les Grecs ne répondent pas. Absolument. Si on leur pose une question grecque, ils ne répondent pas non plus. Donc, il faut leur poser une question qui ne se pose pas. Et alors là, ils répondent. Et c'est toujours un peu latéral. Un peu décalé. Un peu dévié, et en même temps, ça signifie au fond que, par là même, on n'arrête pas de se débarrasser de ces espèces de bêtises, comme quoi nous procédons des Grecs dans une belle lignée qui est, disons là pour le coup, quasiment une idéologie extrêmement répandue, comme on sait. L'idéologie de Thierry Monnier. Sous des formes très différentes, qu'on retrouve dans des contextes très différents. J'ai repensé à Thierry Monnier en préparant cet exposé. Oui. On ne parle plus beaucoup de ce monsieur. Non, heureusement. Enfin, soyons pas durs. Mais je me rappelle, j'avais entendu un exposé sur la Grèce. J'étais en Hippocagne, c'est loin. Hein, bon. Et c'était là où nous sommes nés. Oui. Nous sommes nés, voilà. Oui. Cette Grèce où nous sommes nés. Et avec effectivement les imports idéologiques, les implants, on pourrait dire, idéologiques et autres, qui peuvent se constituer dans
dans ce schéma à sens unique, justement. Ah oui, tout à fait. Où là, précisément, il n'y a plus de fécondité. Mais il y a une sorte d'apport éternel, comme Oui. nous savons. Tout à fait. Et là, je crois que tu as extrêmement bien situé, justement, le geste. Et le geste, au fond, qu'il faut reprendre sur cette fécondité partagée, en quelque sorte. Tout à fait. Partagée. Il y a quelque chose comme ça, sans quoi les Grecs nous restent ou étrangers, ou nos grands ancêtres, comme ça, que nous révérons et dont nous ne savons pas faire grand-chose, sinon d'en retenir des leçons de saloperie, quoi. Enfin, pour le dire le mot. Merci. Sur les femmes auxquelles il ne pouvait pas répondre et auxquelles elle a répondu elle, d'une certaine façon. Oui. Bon, je crois que Jean Morel l'a bien dit. Sa réponse, ce sont les 10 dernières années de sa vie. Autrement dit, elle le savait. Regardez la préface écrite, elle est malade, ça doit être à la cité divisée. Non, c'est né de la terre. Il y a un petit texte qui est bizarre, qui est très bizarre dans sa logique. Et à un moment, elle dit quelque chose comme j'ai parlé de l'autochtonie, je croyais que les Grecs comprenaient ce qu'ils disaient, maintenant je sais ce que c'est que l'autochtonie. Mais je le sais, mais elle le disait mal du coup. Elle le disait, la rhétorique étant perdue. Autrement dit, la maladie lui avait soustrait le logos. Et on a remarqué qu'elle était dépouillée de toute, je dirais, elle qui avait été une très bonne rhéteur, qui connaissait très bien le métier, hein, qui avait été formée à ce métier, très bien. Bon, elle avait perdu toute rhétorique. Et par conséquent, c'était à vif. Et l'entame était à vif. Mais ça travaillait, voilà, c'est ça, oui, oui. Donc je répondrai comme ça à ta question. Oui, j'ai envie de dire quelque chose que je ne vais peut-être pas pouvoir articuler très bien. Je me rappelle quand j'étais allée dans la Drôme, donc dans votre village, j'avais apporté avec moi un CD de Ligeti qui lui avait fait une très forte impression. Or, c'est un CD, comme beaucoup de musique de Ligeti, où le phonétisme est tout à fait important. C'est-à-dire, c'est une musique qui se profère. Alors, la profération, c'est-à-dire en grec phtengestai, est quand même un faire entendre d'ordre vocal, à la limite de l'inarticulé, puisque l'important n'est pas de dire quelque chose. Bon. Donc, il y a du vocal, il y a du battement. Ce battement, d'ailleurs, est assuré par le phonétisme des consonnes. Il y a énormément de consonnes. Et la partie voyelle est réduite au strict minimum. Plus, c'est une musique d'humeur. Hein, ce sont des caractères qu'on entend. Colère, grognement, gloussement, jouissance, enfin, et toute la gamme des affects. Et je me rappelle que, et je me suis toujours reproché, que peut-être j'aurais dû laisser le CD en cadeau, mais j'y tenais tellement que je l'ai emporté avec moi en partant dans mon village à moi, ensuite, après la Drôme. Et ça m'a toujours laissé, alors évidemment c'est l'impression que je retiens, c'est pas forcément celle que j'ai suscitée, hein, qui est introuvable. Mais en y revenant, en t'écoutant toi sur ce logos, je ne sais pas comment le dire au féminin, puisqu'il n'y a pas de féminin pour logos, j'avais envie d'insister, de souligner l'importance de la profération, c'est-à-dire justement de la phtengestai, qui est cratilienne. Merci, Antonia. Et je crois en plus que tu réponds à Michel. Le phthengomai, c'est sans doute un mode d'émission qui est entre la voix et le chant. Hein? Phthengomai. Une espèce de psalmodie
qui est ça tient du gênement, du... Merci. Il me semble qu'on ne peut pas rêver plus belle conclusion. Voilà, on va s'arrêter là. Merci. Merci à toi. Donc un buffet vous attend, juste à côté, donc dans la salle de tout à l'heure, pour ceux qui se le souhaitent. Et je vous remercie très chaleureusement de votre présence soutenue. Je redis à tous ceux qui sont là combien leur présence me touche et m'émeut. Parce que c'est la première fois que je parle en public du travail de Nicole et que je ne savais pas comment m'y prendre. Très bien. Bon. C'est une performance.